Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Aurinos. Nous sommes tous d'accord pour dire que les prix de l'énergie sont importants. Mais ce que le dernier rapport Commodity Markets Outlook révèle vraiment, c'est comment transformer ce savoir en quelque chose qui favorise le développement. En effet. Et le marché pétrolier mondial est un moment charnière fascinant. Nous sommes sur le point d'entrer dans une période de surproduction importante, et j'insiste sur son importance. D'accord, donc qu'est-ce que ça signifie par rapport au prix? On peut parler d'une petite baisse? Ce n'est pas qu'une petite baisse. Les prévisions montrent que le prix du pétrole brut Brent devrait passer d'en moyenne de 81 dollars le baril en 2024 à 68 en 2025, puis à 60 dollars en 2026. 60 dollars. Waouh, c'est une chute importante. Est-ce que les preuves de cette surproduction sont solides? Elles sont très solides. D'ici au troisième trimestre 2025, l'excédent estimé est de 2,7 millions de barils par jour. Pour donner un ordre d'idée, un surplus de cette ampleur n'a été observé que 2 fois auparavant, pendant la pandémie de 2020 et la crise pétrolière de 1990. D'accord, donc c'est un événement majeur sur le marché. Je suppose que ce n'est pas dû à une seule cause. Exact. C'est une affaire d'offre et de demande. Du côté de la demande, la croissance est au ralenti. La demande en 2026 devrait être influenciée par la persistance de l'offre excédentaire, la très faible croissance de la demande en Chine et la poursuite de l'adoption rapide des véhicules électriques et hybrides à l'échelle mondiale. Ah, voilà ce qui relie les points pour moi. L'économie chinoise et la transition vers l'EVE sont deux grandes tendances mondiales qui ont un impact réel dans ce cas. Précisément. Et en même temps, l'offre a explosé. Nous observons une augmentation de la production de 8 membres de l'OPEP, ainsi que des gains soutenus dans les pays non OPEP, ce qui a contribué à la baisse des prix du pétrole en 2025. L'offre mondiale de pétrole devrait atteindre un niveau record en 2025. Donc on a une demande qui ralentit et une offre qui croît énormément. Voici la partie qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce que ça signifie pour les décideurs, surtout dans les pays qui doivent importer tout leur pétrole? Et c'est là que tout bascule. Pour ces pays importateurs de pétrole, la baisse des prix crée une marge. Elle ouvre de véritables possibilités d'action publique. Une marge pour quoi faire exactement? Pour réallouer l'argent public. C'est une occasion de réduire les subventions au carburant, souvent inefficaces. Ces dépenses peuvent être redirigées vers des transferts monétaires mieux ciblés ou vers des investissements qui favorisent la croissance, comme la santé, l'éducation ou les priorités liées au climat. Donc, concrètement, un gouvernement pourrait utiliser les économies réalisées sur un carburant moins cher pour, disons, construire un nouvel hôpital ou investir dans des infrastructures d'énergie solaire. C'est exactement ça. Et ça aide également du plan macroéconomique. Les prévisions suggèrent que ces prix plus bas continueront de soutenir la désinflation mondiale, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Vous savez, quand les prix deviennent aussi volatiles à la hausse comme à la baisse, la discussion semble toujours revenir à, bien, au contrôle. Pourquoi ne pas simplement essayer de gérer les prix directement? Oui, cette idée est revenue récemment avec toutes les tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Il y a un regain d'intérêt pour ce qu'on appelle les accords internationaux sur les produits de base, ou AIP. Donc, des groupes de pays qui s'associent pour gérer l'offre et stabiliser les prix. Ça a déjà été essayé? Oui, et c'est là que l'histoire fournit une leçon essentielle. Le bilan est que ces accords sont médiocres. Un bilan médiocre? Raconte-moi mieux ça. La plupart des accords sur les matières premières, qui visaient le café, le sucre, le caoutchouc et l'étain, ont finalement échoué. Et dans de nombreux cas, leur effondrement a en réalité accentué la volatilité des prix au lieu de l'atténuer. C'est l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. Pourquoi ont-ils échoué? Une contradiction des accords sur les matières premières est que lorsqu'ils ont provoqué une hausse des prix, ces prix plus élevés encouragent la production de pays qui ne faisaient pas partie de l'accord. En même temps, les consommateurs se mettaient à chercher des substituts. Donc ils ont créé exactement les conditions de leur propre échec. Exactement. Prenez le café. L'accord international sur le café a été miné par l'essor du Vietnam comme grand exportateur non membre.
Pour l'étain, des prix plus élevés ont permis l'entrée de nouveaux producteurs et les gens se sont tout simplement mis à utiliser d'autres métaux comme l'aluminium. D'accord, mais qu'en est-il du grand exemple? La plupart des gens pensent que l'OPEP a très bien réussi à gérer les prix du pétrole. C'est l'accord le plus durable, certes, mais il a constamment fait face aux mêmes défis. Lorsque les prix étaient élevés dans les années 70, cela a encouragé le développement d'une nouvelle offre hors OPEP, notamment en Alaska et en mer du Nord. Et je me souviens du boom des prix dans les années 2000. Et ça a encouragé l'essor du pétrole de schiste américain, des sables bitumineux canadiens et des biocarburants. Le marché s'adapte toujours, toujours. Donc les producteurs s'adaptent. Et les consommateurs, ils ont juste payé les prix plus élevés? Non, eux aussi se sont organisés. Les grands pays consommateurs ont créé l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, en 1974. Ils ont coordonné leurs réponses, constitué des réserves d'urgence et travaillé à réduire leur dépendance au pétrole importé. Donc ils ont diversifié leurs sources d'énergie. Oui, et il y a eu un essai profond. La part du pétrole dans la consommation totale d'énergie est passée d'environ 50% au début des années 1970 à environ 30% en 2020. La réaction du marché, tant du côté des producteurs que des consommateurs, est une force puissante. Voici donc le dilemme auquel les décideurs sont confrontés aujourd'hui. Si ces grands dispositifs coordonnés de gestion des prix ont un bilan médiocre, qu'est-ce qu'on peut faire? Le bilan historique pointe vers une approche plus résiliente. Lors d'une crise aiguë, les interventions temporaires peuvent être efficaces, mais la gestion durable des prix n'a pas marché. Donc à quoi ressemble une politique plus résiliente? Elle vise à encourager la diversification de la production et de la consommation. Elle implique d'investir dans la technologie et l'innovation, de promouvoir la transparence des données et de s'appuyer sur des mécanismes de tarification fondés sur le marché. Donc il s'agit moins de contrôler le marché que de le faire mieux marcher et de rendre son propre système économique plus flexible. C'est exactement ça la leçon. Ces mesures offrent une protection plus durable contre la volatilité des prix des matières premières que les tentatives de contrôler directement les prix et les marchés. Quand on prend du recul, deux voies claires se dessinent pour les décideurs. Premièrement, la prochaine baisse des prix du pétrole n'est pas qu'une prévision de marché. C'est une fenêtre d'opportunité pour les pays importateurs de pétrole de construire des économies plus solides et plus durables. Deuxièmement, les leçons de l'histoire sont sans équivoque. La résilience vient de l'adaptation et de la diversification, non pas d'efforts visant à contrôler des marchés intrinsèquement volatiles. Encourager l'innovation et la transparence des marchés est la voie la plus durable. À vous Renaud, à vous. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.